Et si l'extraordinaire se trouvait dans l'ordinaire? Bienvenue en Laponie Cathare. Le voyage, la randonnée ne consiste pas à découvrir de nouveaux paysages, mais à acquérir un nouveau regard. Puis j'inspire, ventre, thorax, épaules. Soufflez. Portez simplement votre attention sur la sensation subtile de l'air qui entre et sort au niveau des fosses nasales. Sentez ce va-et-vient. Quand j'inspire, je sens une certaine fraîcheur et surtout, je sens une sensation plutôt à l'intérieur du nez. Le bonheur est surtout dans la façon de marcher. Il y a plutôt une sensation intérieure d'une immense douceur, une immense tendresse pour la terre, et puis aussi avec ce sentiment de faire le minimum d'efforts pour être en harmonie avec la nature. Marcher comme une feuille morte tombée de l'arbre que le vent emporte, sans savoir si c'est le vent qui nous porte, si nous portons le vent. Quand je marche sur un sentier, mon regard est un peu focalisé. Je me sens un peu rétréci dans cette histoire. Lorsque le regard devient panoramique, instantanément, il se passe déjà au niveau cérébral un changement, c'est que le cerveau se met en onde alpha, l'onde de la relaxation. Dans les années 80, Edward Stiegler, qui était en Afghanistan, a rencontré au bazar de Kaboul des chameliers afghans qui venaient de parcourir 700 km à pied en 12 jours. Donc il s'est dit 700 divisé par 12, ça fait beaucoup. Et non seulement ils n'étaient pas fatigués, mais en plus ils étaient en pleine forme. Il les a donc suivis, et comme ils respiraient par le nez, que c'était, je crois, le mois d'octobre, qu'ils avaient peu froid, il s'est aperçu que cette respiration était effectivement synchronisée sur les pas avec différents rythmes. Premier rythme de la marche afghane, c'est le rythme en fait qui respecte le plus la respiration naturelle. Parce que quand j'inspire, à la fin, il y a un temps de suspension poumon plein qui permet un meilleur échange gazeux, une suroxygénation. Expiration, à la fin de l'expiration, il y a un temps de suspension poumon vide et qui soulage le cœur. Une des clés de la marche vers le non-effort qui m'est cher, c'est de toujours synchroniser les pas sur le souffle. C'est-à-dire que si je fais 2 pas sur l'inspiration, si ça monte, je vais effectuer 2 pas sur l'expiration. Durant la journée, je nomme strictement rien sur ce qui se trouve dans le paysage. C'est une invitation à pratiquer le jeûne de la parole durant l'acte de marcher. La principale nourriture de l'être, c'est l'air, ce fameux chi, ce ki, ce prana dont parlent toutes les traditions, qui est simplement cette énergie vitale qui anime tout ce qui est vivant. Donc si simplement je vais passer la journée à respirer consciemment, eh bien je vais capter de l'énergie et le soir, rien qu'en faisant cette pratique, je vais être complètement ressourcé, régénéré.
avec une douleur, hein, c'est 9 fois sur 10 un blocage d'énergie, un blocage de chi. Et simplement, en descendant la conscience ici, hein, ça va changer des choses. Être dans son hara, ça s'appelle être dans son assiette en équitation. Hein, ici, là, bien stable. Sentez déjà que le fait de fléchir les genoux, je suis plus stable. Dans un premier temps, je vais rentrer légèrement les mains vers l'intérieur. Et avec les muscles abdominaux, je les fais ressortir. Mais je conserve également une petite poussée des mains pour empêcher que ça se fasse trop facilement. Allez, on le fait ensemble. Je rentre les mains. Hein, sentez ce qui se passe déjà. Hein. Encore une fois, je rentre les mains, j'inspire. À partir du hara, je pousse dans la terre. Et avec les mains, je repousse tranquillement vers le bas. Hein, sentez cette plongée verticale qui crée de véritables racines sous les pieds, qui est source de sécurité à la descente. Alors, cette traversée du désert, blanc, le sable un peu froid. Bon, allez, on va essayer de trouver un endroit quand même pour bivouaquer. C'était un réchaud pour le riz chaud. Le Pierrick d'avant, c'était quelqu'un qui était très dans le côté performance, dans la volonté de réussir. Je devais être quelqu'un qui devait aller jusqu'au bout, aller jusqu'en haut, ne pas tomber et être parfait en fait. Être parfait. Alors le premier accident, c'était en 2001, en haute montagne avec un compagnon. Donc, on était en train de réaliser une course d'amateur, donc j'étais encore dans mon cursus de formation de guide de montagne. J'étais juste au début et j'avais fait la première partie, il me restait encore 3 années avant de terminer. Et au cours d'une ascension, donc j'ai pris une petite pierre de la taille d'une balle de tennis qui a perforé le casque, qui ensuite a perforé le crâne. Donc suite à ça, j'ai fait ce qu'on appelle une perte de conscience et en dehors du trou dans la tête, j'avais une paralysie des jambes. La première réaction, ça a été « il faut que je sorte de là ». Parce que intérieurement, j'avais envie de continuer d'avancer dans le chemin dans lequel j'étais engagé. Donc je me suis dit que ça allait s'arranger. Il fallait que ça s'arrange. Un peu moins d'une année après, je reprends la route qui à nouveau me fait rencontrer l'expérience de l'accident, puisque sur un mur d'escalade, j'ai fait une erreur sur une installation de corde et j'ai fait une chute d'environ 6 mètres. Et ça a été à nouveau le gros pépin, puisque bilan de l'hôpital, ça a été fracture des 2 poignets du bassin. Donc dans l'incapacité de bouger, puis aussi dans l'incapacité de se nourrir, donc dans la totale dépendance des êtres autour de moi. Ça a commencé à me toucher profondément, puis ça a commencé à mettre en marche la boîte à questions. Un jour, il y a eu la rencontre avec Daniel Zanin qui m'a permis de mettre des mots et de mettre un sens sur beaucoup de choses que je ressentais en moi et qui me l'a présenté d'une façon très structurée à travers donc un art de marcher. Et la première journée de marche que j'ai faite avec lui, ça a été vraiment comme un déclic de me dire mais voilà, c'est ça ce que je vis et c'est ça ce qui est une façon que j'ai envie d'amener et d'offrir, de vivre cette montagne autrement. Ce qu'il amène, c'est ce qu'il vit au quotidien. Et ça m'a touché parce que bien souvent, avant cette rencontre, moi-même qui portais ces choses-là, je n'osais pas forcément les exprimer ou en tout cas les proposer. Il m'a permis de prendre confiance en moi. Quand je marche avec cette conscience-là, je ne suis plus dans le faire ou dans le prendre et je m'ouvre, au contraire, et je suis accueilli et invité par la terre. C'est une relation qui est complètement différente. J'aime beaucoup une phrase de Ivan Amar qui disait
Le véritable chemin pour un disciple, c'est de devenir disciple de la situation et non plus victime de la situation. Donc c'est vrai que depuis déjà pas mal d'années, chaque fois que quelque chose se passe, j'essaie de me dire qu'est-ce que je peux en retirer dans la direction de la sagesse et non pas tout de suite de me dire « Oh mince, quel problème, quelle difficulté, qu'est-ce que je vais en faire ?» Parce que comme je disais hier à quelqu'un, si vous voulez aller dans un endroit où il n'y a pas de problème, il faut aller au cimetière. Et je pense que quand on approche effectivement la mort, comme ça m'est arrivé aussi en montagne, on prend conscience de l'importance de vivre chaque instant pleinement. Et je crois que c'est vraiment toutes les personnes que je rencontre qui sont sur un chemin, il y a eu cette prise de conscience dans un moment difficile et très souvent en approchant la mort avec la maladie par exemple. Et ce qui m'a poussé à développer autre chose, c'était une volonté de comprendre pourquoi c'était arrivé. Et puis après, derrière cette question, c'était de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fonctionnait, nous les hommes, et puis de se connaître un peu plus, déjà en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et puis de comprendre, de tenter en tout cas de mettre des jalons sur le chemin de la découverte du sens de la vie. J'aurais pu très bien l'entendre avant, sans en arriver là, si j'avais vraiment prêté écoute à mon corps. La science occidentale regarde toujours à l'extérieur, alors que la sagesse orientale regarde toujours à l'intérieur. Donc on peut faire les deux. Pour l'exercice aujourd'hui, je perçois ce monde et aussi mon monde intérieur pour éviter toute dualité. C'est vraiment pour moi extrêmement différent. Et effectivement, en Occident, cette part du corps a été assez souvent occultée, à tel point qu'on sent le corps uniquement quand on a mal. Alors que dans toutes les traditions orientales, il y a tout un travail sur le corps, le souffle, qui nous amène à vivre cette corporalité. Et bizarrement, plus je vais percevoir ce corps, ce véhicule, moins j'aurai de pensée, plus je serai dans le présent. Lorsque je passe ma journée à nommer les choses, je dépense de l'énergie. Au contraire, lorsque je reste dans cette attention perceptive, sans nommer les choses, je vais me recharger avec tout ça. Dès que je vais nommer quelque chose, tout ce que j'ai appris à son sujet vient mettre un voile subtil entre moi et la chose. Je ne suis plus en contact avec ce que je perçois, mais avec ce que je pense. Il y avait un maître indien qui disait « Vous pensez que vous voyez, et vous ne voyez pas que vous pensez ». Lorsque je vais nommer les choses, je vais nommer quoi? Je vais nommer une apparence. Quelque chose que je suis obligé de voir de l'extérieur, mais pour contacter son essence, la seule chose que je peux faire, c'est me taire. Et rester présent à ce qui émane d'elle, comme un parfum. Et là, je suis en contact direct. Je peux percevoir cette unité avec la fleur et percevoir ce fameux koan zen qui dit non pas je regarde la fleur, mais la fleur est regardée. L'art de marcher, c'est la continuité logique de ce que j'ai appris à l'âge de 4 ans avec mon père. Grâce à ça, j'arrive au zen. Donc mon père est un grand maître zen. Et mon père m'a amené à la pêche. Qu'est-ce que c'est que la pêche si ce n'est d'être présent à un bouchon sur une surface d'eau plus ou moins, mobile. Et dans cette présence, pour moi, c'est la première forme de méditation que j'ai pratiquée sans le savoir. Donc tout au long de ma vie, je me suis aperçu que tous les moments qui m'ont le plus touché et apporté, c'était les moments où j'étais le plus présent. C'est comme si j'avais été guidé à aller dans la direction de la marche consciente par le fait que je m'intéressais avant tout aux gens qui venaient marcher avec moi et à leur apporter le maximum de bien-être, mais aussi de connaissance de soi. Et petit à petit, j'ai envie de dire que je n'ai pas eu de choix. C'est comme si la vie m'avait décidé d'aller dans cette direction. Allez, allez, yallah.
J'ai une trouille pas possible pour descendre avec les genoux là, en compote. Maintenant, ça va nettement mieux. J'ai un peu la trouille encore même, mais ça va mieux. Ça déstresse surtout. Ça change de la vie quotidienne. C'est la 4e fois que je marche avec lui. Et à chaque fois, pour moi, c'est la recherche d'une disposition, d'une attitude qui combine à la fois de se retrouver intérieurement et puis de vivre des moments de partage avec les gens qui constituent le groupe. Au fur et à mesure où on est plus à l'aise avec la technique, on adopte vraiment une dimension supérieure, enfin, je ne sais pas comment dire, une pratique de soi un petit peu. Après, c'est quelque chose effectivement qu'on peut vivre au quotidien sans difficulté. C'est vivre plus sereinement, plus de confiance en soi aussi. Et voilà. On pratique les bâtons. Ouais. Poser délicatement le bâton dans un endroit où je suis sûr qu'il va tenir. Puis je vais continuer à marcher et au moment précis où je suis dans la bonne position pour pousser, je pousse. Simplement avec l'adhérence, je ne serre même pas le bâton. Ça tient là. Donc c'est l'erreur à éviter, c'est vraiment de serrer. Et je vais dépenser beaucoup d'énergie inutilement. Alors qu'encore une fois, c'est toujours vers le non-effort, l'harmonie dans l'effort avec le moins d'effort possible dans tout ce qu'on fait. Et la montée, c'est vraiment le moment où vous allez voir qu'en poussant, on synchronise les pas sur le souffle, le petit mouvement du sac, les bâtons. Là ensuite, on monte n'importe quelle pente, à n'importe quelle altitude, avec très peu d'effort. Et à la descente, ce qui va faire votre sécurité, c'est pas le bâton, c'est toujours l'enracinement dans le hara vers le bas. À chaque pas, je vais m'enraciner. Le bâton, c'est un point d'appui supplémentaire ou le soulagement des articulations, mais c'est pas lui qui va faire la sécurité. Ah, faut la caisse. L'art de marcher, surtout basé sur la respiration, ce qui fait que tu n'es pas du tout essoufflé, que tu grimpes très facilement et que tu descends aussi à confiance. Et ça, c'est important, parce que là, tu découvres que tu peux faire plein de choses, que tu peux aller plus loin que ce que tu penses au départ, quoi. Il y a le fait d'être à l'intérieur de soi, mais je crois qu'il y a aussi l'expérience de profiter de la vie davantage, de profiter de chaque instant, d'être beaucoup moins stressé, je dirais, et d'être un peu plus zen, de savoir respirer, de déstresser, quoi. Lorsque nous naissons, il y a une espèce d'insécurité ontologique. Notre famille, nos amis, nos professeurs nous disent des choses du style « tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela » et on se sent vraiment incomplet. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On met en place cette fameuse quête vers un objectif, bien sûr inatteignable, surveillé par une partie de nous que les psychologues appellent le surmoi, qui critique toujours le chercheur en lui disant « mais non, tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'as pas honte ». Donc c'est à l'infini, donc c'est pas du bonheur qu'on cherche, c'est un malheur permanent. Hein, Madeleine? Le froid, c'est pas facile. On se serait préparé à l'hiver, on aurait peut-être moins souffert. Tandis que là, on était préparé. Moi, j'avais préparé mes petits t-shirts sans manches et tout ça. Cette quête, un jour, il faut qu'elle cesse. Quand la quête s'arrête, que le quêteur s'arrête, en fait, j'ai envie de dire que tout est là. Allez, yallah. Ne réfléchissez pas, fléchissez. Richter en avant, laisse un peu d'espace. Allez, debout, 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 debout. Hein, quand on chute à l'arrière, c'est quand le poids du corps était sur les talons. Et voici Anne-Marie qui est en train de faire de l'acupuncture à la terre à chaque pas, qui va nous faire un roulé-boulé. Regardez bien, 30 secondes avant la roulé-boulé. Là, roulé-boulé, yallah. Oh oui, magnifique. Il faut dire que dans une autre vie, elle était torero, donc elle plantait les banderilles.
Et Maryse va nous faire quoi? On ne sait pas. Regardez bien. Ah, magnifique, Maryse. Allez, lâche les chiens, là. Vas-y, descends. Là, je me laisse pas aller du tout. Hein. Ah, ça, je le vois, oui. Je le vois bien. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Eh bien, mes enfants. Eh oui, mais tu verras, la prochaine fois, ça sera mieux. Oui, voilà, je m'entraînerai sur des pentes plus douces. Hein. Allez, penchez vers l'avant. Non. Le poids sur le pied aval. Le pied aval. C'est Oh, il faut celui qui est en bas. réfléchir en plus au pied Non, aval, mais au pied avant, amont. en bas. Viens-moi ces bâtons, là. Regarde là. Enlève-moi ces bâtons. Regarde là. Ah, il y a là, oui, mais non. Et voilà. Et voilà. Et oui. Magnifique. Ouais, bravo. Merci. Bravo. Hein. Magnifique. La Hein. médaille, elle est où? La médaille en chocolat. Allez, on est reparti. Au moment de repartir, tu sentiras les larmes venir. Tu sentiras vers l'avenir, le vent d'ici est si fort. Le vent d'ici est si fort. Le vent d'ici est si fort. Soufflera jusqu'à Paris, sur son cœur tu serreras. Jusqu'à ce qu'on Et je commence par souffler. Inspire, ventre ex épaules. Poumon plein, les deux bras horizontaux, poings fermés. Je laisse tomber les bras vers l'avant, mouliner vers l'avant, présence au mouvement et aux sensations. Et quand je ressens le besoin d'arrêter, je pense à basculer un peu le bassin vers l'avant, serrer les fesses. Je projette les mains. Expulsion de l'air, poignet fléchi, bras tendus. Je parcours toutes les sensations qui sont là. Pratique suivante, le polichinelle où je saute sur place. Et je commence par souffler. La marche consciente, c'est vraiment une démarche d'écoute, d'attention, sans tension. Jusqu'à ce qu'enfin, j'ai envie de retrouver le monde des formes et des couleurs, avec un regard neuf, comme si c'était la première fois. Si un acte aussi banalisé que la marche contenait des trésors de bienfaits que l'homme s'évertue à chercher dans 10 000 activités qui sont polluantes, bruyantes. Parce que quelque part, on a besoin aussi dans notre société d'instants de paix et de silence pour sauver vraiment l'état intérieur des êtres humains. En 2010, on a absolument besoin de ça. Je voulais abandonner la marche et puis quand j'ai découvert cette méthode-là très dans le rythme de la respiration, eh bien ça m'a donné une seconde jeunesse. Peut-être maintenant, quand je marche, j'ai l'impression de prendre un autre chemin aussi, d'aller vers autre chose, d'être plus... J'ai le temps d'être plus présente à la nature puisque au niveau technique, je souffre moins. J'arrive même à ne pas souffrir d'ailleurs. En marchant comme ça, en conscience, avec le travail que propose Daniel, eh bien, j'ai aussi appris à dire oui, à accepter. Voilà. Avant, quand il faisait mauvais en montagne, je disais bon, je vais pas. Mais là, voilà. C'est pas qu'on sent plus rien. C'est qu'on est dans l'acceptation. Donc, on dit oui. Eh ben oui, il pleut. Ben je suis là, il pleut. Voilà. Dire oui. Mais c'est profond, hein, c'est pas comme ça, c'est pas mental. Il faut le vivre, quoi.
Castaneda, son maître lui dit toujours, quel que soit le chemin que tu empruntes, demande-toi si ton chemin est du cœur. J'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, que le chemin faisait 40 cm. 40 cm, oui, c'est la distance de la tête au cœur. La marche, pour moi, est un acte complètement chamanique dans le sens d'être relié aux éléments. C'est prendre conscience aussi que le bonheur infini, il est dans l'ordinaire.